Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre de l'Éducation nationale. Nous allons bien sûr parler de la retraite des enseignants. Hier, 600, 700, 800 000, 900 000 manifestants. Est-ce que cette première journée de mobilisation contre la réforme des retraites a été un succès pour les opposants à cette réforme? Franchement, c'est incontestablement une forte mobilisation. Et ça n'est pas très étonnant, parce que c'est un sujet qui touche en profondeur tous les Français. et qui inquiète est assumé comme beaucoup tel. de Français. À partir du moment où vous parlez des retraites, autrement dit de ce qui se passe pour tous les Français une fois qu'ils partent à la retraite, c'est normal qu'il y ait des questionnements, des inquiétudes. Tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait ce genre de choses. Maintenant, ce qui est important, c'est d'arriver à une bonne réforme qui soit fidèle au principe qu'elle affiche, c'est-à-dire le principe d'égalité, principe de simplicité aussi, puisque le but est que chacun, vous le savez, puisse prévoir sa retraite aussi. Nous connaîtrons la réforme plus en détail au milieu de la semaine prochaine. C'est bien cela? Oui, le Premier ministre... Mercredi ou jeudi? C'est à lui de le dire, je crois que c'est plutôt mercredi que jeudi, mais c'est à lui de le dire. Oui. Mercredi. Bon. C'est à lui de le dire, mais vous l'avez dit, Jean-Michel. Mais pourquoi pas, hein? Autant le dire, d'ailleurs, hein, Jean-Michel Blanquer. Donc, mercredi, le Premier ministre s'exprimera, rendra public toute la réforme, peut-être pas dans les détails, tous les détails, mais enfin, dans tous les cas, va répondre aux interrogations exprimées hier, j'imagine. Eh bien sûr, vous savez, il obéit toujours à la même méthode, c'est-à-dire d'avancer pas à pas, en fonction de discussions qui sont d'ailleurs très respectueuses des partenaires sociaux, lesquels partenaires sociaux ne disent pas tous la même chose, c'est ce qui ajoute évidemment de la complexité aux choses. Et donc, il est tout à fait normal que sur une réforme en profondeur qui concerne des centaines de milliards d'euros pour les décennies à venir, les choses ne se fassent pas dans la précipitation. Donc, je crois qu'on peut porter au crédit du gouvernement et du Premier ministre le fait d'avancer tout simplement méthodiquement. Le gouvernement ne retirera pas la réforme, quoi qu'il arrive. Bien sûr, et ça a été dit. Quoi qu'il arrive, on est bien d'accord. Bien sûr, mais c'est heureusement, parce que tout simplement, pourquoi aurions-nous fait tout cela pour retirer la réforme? Si nous le faisons, c'est parce qu'on a le souci non seulement du court terme et du moyen terme, mais aussi du long terme de la France. Nous avons le souci des générations qui arrivent dans le futur. Tout l'esprit de cette réforme, c'est d'arriver à garantir un bon système de retraite avec de bonnes pensions au même niveau de richesse nationale qu'aujourd'hui, c'est-à-dire 14% de la richesse nationale, ce qui est un point fort de la France pour les plus âgés d'entre nous, et bien de le maintenir pour les générations futures. Ça aurait été beaucoup plus commode pour nous de nous abstenir, comme l'ont fait d'autres avant nous. Cette fois-ci, on reprend les choses à la base. D'augmenter la durée de cotisation, d'augmenter l'âge légal de départ à la retraite, par exemple. Exactement, de faire les choses, disons, pour le court terme, ce qui était nécessaire, mais pas suffisant. Oui. Aujourd'hui, il s'agit de refondre ça. Et encore une fois, on pourrait très bien vivre ce quinquennat sans avoir fait une réforme de fond comme celle-ci. Cela dit, si tous les quinquennats résonnent ainsi, à la fin, nos enfants n'auront pas un système de retraite valable. Donc on travaille pour l'avenir de la France et de nos enfants, tout simplement. Qui sera concerné par la réforme, Jean-Michel Blanquer? Par définition, tout le monde, mais c'est vrai que si vous êtes plus âgé... alors ça, c'est évidemment ce que définira le Premier ministre, justement, quand il s'exprimera. Il y aura une année définie. Cette année reste à préciser. Vous ne la connaissez pas? On sait que c'est après 1963 et que ça peut aller jusque quelque part dans les années 70. On parle de 1973. Par exemple, si admettons que ce soit 1973, chacun doit comprendre donc que si on est né avant 1973, on n'est pas concerné par la réforme. Si on est après 1973, on peut être concerné dans une proportion qui est petite si on est né en 74, un peu moins petite si c'est 75 et ainsi de suite. Et par ailleurs, ça peut être une très bonne chose pour quelqu'un d'être concerné par la réforme. Si vous êtes agriculteur, vous êtes drôlement content d'être concerné par la réforme. Si vous êtes une femme, vous êtes drôlement content d'être concerné par la réforme. Ça fait déjà beaucoup de monde. Si on est enseignant aujourd'hui, on n'est pas très content d'être concerné par la réforme. Si on est enseignant, on est un des grands gagnants de la réforme. Je vais y revenir. Mais mesures d'économie imposées avant la mise en place de cette réforme 2025? Alors ça, c'est un autre sujet qui se serait posé même s'il n'y avait pas la réforme des retraites. Oui, on est bien d'accord. La question de savoir si on a un système à l'équilibre en 2025. Remettre les compteurs à zéro avant la mise en place de cette réforme ou pas? Ça, c'est le Premier ministre, là aussi, le précisera mercredi. Mais là aussi, sur ces sujets, il faut nous tous, les Français, raisonner en responsabilité. De toutes les façons, à un moment donné, il faut qu'un système soit à l'équilibre. Alors, est-ce qu'on le met à l'équilibre d'ici à 2025 ou sur une durée plus étalée? C'est au Premier ministre de le dire, là aussi, en fonction de
de calculs plus généraux, mais qui doivent viser notre intérêt général, pas seulement l'intérêt général immédiat, mais l'intérêt général dans la durée des Français. Parce que c'est souvent facile de prendre des décisions qui sont populaires tout de suite au détriment des générations futures. C'est pas le raisonnement qu'a mené le président de la République. Le président de la République a le souci de la France et de la France dans la durée, c'est-à-dire de nos enfants. Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui encore, des enseignants seront en grève et des établissements scolaires fermés. Hier, je regardais les taux que vous avez communiqués, entre 42 et 51% de grévistes dans le secondaire et le primaire, 42 dans le secondaire et 51 dans le primaire, je crois. Environ 70% ont dit de leur côté les syndicats. Aujourd'hui, quel chiffre pouvez-vous avancer? Que savez-vous? Alors aujourd'hui, c'est plus difficile de donner un chiffre à l'avance puisque tout simplement il n'y a pas de déclaration préalable faite par les uns les autres. Mais d'après les premiers coups de sonde que j'ai pu donner, puisqu'on arrive à le savoir département par département, on devrait être retombé vers 10%, peut-être même un peu moins de 10% de grévistes aujourd'hui, à l'éducation nationale. Aujourd'hui, oui, un peu moins de 10% de grévistes, beaucoup moins qu'hier alors. Oui, mais comme prévu, puisque heureusement, vu tout ce que j'ai dit sur le sujet, si vous voulez, était tout à fait normal qu'on ait un fort taux de grève hier, parce que hier c'était un jour où beaucoup de gens voulaient dire à quel point ils avaient des questions, une inquiétude, et encore une fois on l'entend et on le comprend. Maintenant nous sommes capables quand même de donner des éléments extrêmement importants. Ce que j'ai dit, alors je vais vous répondre en détail. Ce que j'ai dit aux professeurs est en réalité extrêmement important et ils l'entendent. Mais ils l'entendent bien. Donc aujourd'hui moins de grévistes, peut-être que lundi il y en aura à nouveau. Nous verrons bien, hein, Jean-Michel Blanquer. Nous verrons bien. Est-ce que toutes les mairies, parce que j'ai vu que vous n'étiez pas content devant ce qui se passait à Paris, est-ce que toutes les mairies remplissent leur rôle et accueillent comme il faut les enfants? Dans l'ensemble, oui. Alors il y a évidemment des exceptions. Je voudrais d'abord rendre hommage à tous les maires qui ont réussi, MAI-RES, qui ont hier réussi à faire le service minimum d'accueil chaque fois que le taux de grévistes était supérieur à 25%. Et ça a été le cas, je l'ai vu, y compris dans des toutes petites communes où les maires ont payé de leur personne pour que cet accueil ait lieu. C'est quand même une très belle attitude. Donc vous le savez, la loi prévoit cela depuis 2008. Cette loi donc fait que on assure, nous, Éducation nationale, ce service minimum d'accueil avec nos personnels quand la grève est inférieure à 25% dans l'école. Oui. Et au-delà de 25%, c'est avec la mairie que ceci se passe. La mairie de Paris n'a pas vraiment fait son boulot, si j'ai bien compris. J'ai répondu avec modération et équilibre à une question de ce type qui m'était posée mercredi, parce que je constatais qu'en effet la mairie de Paris était très en dessous de toutes les villes comparables. Les autres. J'ai vu que ça avait peut-être un peu agacé le maire de Paris, j'en suis très marri, mais c'est la réalité, si vous voulez. Donc je suis obligé d'être pragmatique, je constate que Mme Hidalgo fait mieux le service minimum quand il y a des grèves sous des gouvernements qu'elle aime bien que quand c'est sous ce gouvernement. Bien, politique donc. C'est politique, réaction politique de sa part. Comportement politicien de sa part. Il me semble. Jean-Michel Blanquer, regardons l'inquiétude des enseignants, ensemble. Alors là, nous allons répondre, vous allez me répondre franchement, j'en suis sûr, aux questions que je vais vous poser. Est-ce qu'avec la réforme, les pensions de retraite des enseignants baisseront ? Oui, non, justement, j'ai pris l'engagement que ces pensions ne baisseront pas. Et d'ailleurs, conformément à ce que le président de la République a dit dès la fin du mois d'avril, à la fin du mois d'avril, lors de sa conférence de sortie du grand débat, il a parfaitement expliqué, on peut reprendre les phrases, que pour arriver à ce que le système de retraite ne soit pas défavorable aux enseignants, on parle des enseignants nés à partir de la date dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, pour que ça ne leur soit pas défavorable, il y aura une amélioration des rémunérations. Ceci coïncide avec quelque chose que je dis depuis que je suis en fonction, c'est-à-dire on doit réussir à faire un effort pour les professeurs parce qu'il y a du retard en la matière. Et d'ailleurs vous-même, lorsque vous avez fait votre consultation sur RMC, vous avez, je me souviens, vous avez 300 000 auditeurs. Je me souviens que c'était la première réponse des Français, c'était ce sujet-là. Et donc, et vous m'aviez interrogé, je vous avais dit, mais je reconnais parfaitement ça. Et je vous avais annoncé qu'on le ferait. Donc le fait de le dire aujourd'hui n'est que l'accomplissement de ce que nous disons depuis plusieurs mois. Simplement, c'est un sujet dans le détail. C'est un sujet lourd et technique, et c'est bien normal que nous le faisions méthodiquement, étape par étape. Mais bien sûr. Alors, je voudrais préciser pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne le sauraient peut-être pas, que les enseignants ont des primes, mais des primes qui sont moins importantes qu'ailleurs dans la fonction publique. Par exemple, un enseignant du secondaire a une prime qui représente à peu près 9% de son traitement. Dans le primaire, c'est 4% de son traitement. Ces primes-là seront prises en compte dans le calcul, avec votre nouveau système, dans le calcul de leur retraite. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est insuffisant.
On est bien d'accord. On est bien d'accord aussi. C'est largement insuffisant. On est d'accord. On est d'accord. Alors, pour que les pensions ne baissent pas, puisque vous êtes engagé, vous allez augmenter les salaires des enseignants ? C'est cela. Les salaires, ou vous allez donner des primes aux enseignants ? Alors, il va y avoir forcément une part d'augmentation de salaire, une part d'augmentation des primes, dans des proportions qui restent à définir. Et c'est justement l'objet du dialogue social que nous avons, qui commence pas demain matin, qui a commencé depuis le mois de septembre sur ces questions. Depuis septembre, nous avons le rapport de Levoy sur la table. Nous avons organisé une réunion mensuelle avec l'ensemble des syndicats. Nous avons fait ce que j'avais annoncé aussi, c'est-à-dire l'observatoire des rémunérations, puisqu'il y a 1 million d'employés à l'éducation nationale. Il y a évidemment toute une série de sous-ensembles à regarder de très près, et c'est maintenant cette capacité technique qui nous permet de nous adapter dans les discussions futures pour voir les augmentations de salaire et de primes qui permettront de créer ce rattrapage. Des augmentations de salaire et des primes. Quelle proportion ? Dans la proportion qui permettra les deux cumulés de ne pas avoir une baisse des pensions. Oui, mais de garantir. Il y avoir 50% je dirais de même primes, plus, je dirais 50% de c'est primes. même encore mieux que ce que je suis en train de vous dire, parce que ce que nous dirons dans la loi sur les retraites, et le Premier ministre s'y est engagé, et c'est quelque chose de considérable et d'historique, d'inédit. Nous nous engagerons dans la loi à dire que les pensions des professeurs ne seront pas inférieures aux pensions des fonctionnaires de catégorie A comparables, ce qui n'est jamais arrivé jusqu'à présent. Et donc cette garantie, elle est absolument considérable, elle sera dans la loi, elle sera consubstantielle à cette réforme des retraites, elle vaudra pour les décennies à venir. C'est donc pour les enseignants un progrès social incontestable. Bon, mais voilà, mon message est très clair. Non, mais quel pourcentage de primes et quel pourcentage d'augmentation de salaire ? C'est pas pareil. Oui, bien sûr, mais ça, ce pourcentage, je ne suis pas en mesure de vous le dire aujourd'hui, puisque nous en discutons dans le cadre du dialogue social. Non, probablement, il est probable que les primes représentent une part plus importante, puisque c'est sur ce sujet-là qu'il y a un retard des enseignants. Aujourd'hui, 9% et 4%, ça pourrait aller jusqu'à combien ? Ça pourrait être davantage, mais ça se discute, puisque par exemple, tous les syndicats... Non, encore une fois, ce qui compte à la limite, c'est pas tellement ce pourcentage, c'est comment on arrive au résultat que nous voulons. Le résultat que nous voulons, c'est deux choses. C'est 1, améliorer les rémunérations. 2, arriver à ce que les professeurs partent avec une bonne pension. Si j'ai bien compris, dès le 1er janvier 2021, on est bien d'accord ? Oui. C'est bien la date, hein ? Oui. Vous confirmez ? Oui, c'est le début du processus est en 2021. Sachant qu'en 2020, nous avons donné nous avons donné des premiers signaux pour 2020 que certains trouvent insuffisants, mais néanmoins, j'avais dit il y a plusieurs mois dans la préparation du budget de 2020 que nous faisions attention déjà à ce sujet. Alors, il y a une amorce d'augmentation en 2020, mais c'est en 2021 qu'il y a le véritable conséquence des calculs que nous faisons. Augmentation des salaires et des primes. On est bien d'accord ? Oui. Dès le 1er janvier 2021. Combien ? Non, mais alors je vais me répéter. Nous sommes en discussion sur ces questions-là. Ça prendra encore plusieurs mois dans le cadre de la préparation du budget 2021 et des prévisions pluriannuelles. Et donc, encore une fois, si je vous donnais un chiffre maintenant, certains diraient, mais il est vertical et autoritaire, c'est-à-dire décide du haut de son chapeau. Aujourd'hui, ce qui est très important, il faut bien mesurer quand même la complexité des choses. D'abord, tout ce que nous disons. Mesure et la complexité et la colère des enseignants. Non, écoutez, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus de raison de colère. Cette colère, elle a été attisée, par exemple, par des simulateurs qui disaient des choses inexactes. Aujourd'hui, chaque enseignant de France doit bien comprendre que ce qui lui est garanti par la future loi, c'est une pension qui sera égale à celle des fonctionnaires de catégorie A comparable. Encore une fois, cette garantie, elle n'a jamais été donnée dans le passé historiquement, c'est donc énorme. Et deuxièmement, ce sera corrélatif à une augmentation des salaires. C'est très difficile de vous dire des nouvelles plus positives que celle-là. À partir du 1er janvier 2021, augmentation étalée dans le temps, peut-être, des salaires et des primes, jusqu'à la mise en place de la réforme des retraites. Oui, bien sûr, et même au-delà. Puisque vous devez tenir compte. Ce que chacun doit comprendre, c'est imaginons que le point de départ soit 1970. C'est une pure hypothèse. Vous devez, évidemment, vous êtes un tout petit peu concerné si vous êtes né en 71, un peu plus en 72, un peu plus en 73. Donc c'est progressivement que ce sera lissé. Mais à la fin, quelle que soit votre année de naissance, vous aurez une augmentation. Ce sera plus important probablement si vous êtes en début de carrière. Plus vous êtes jeune, plus vous serez concerné, ce qui rendra d'ailleurs la carrière plus attractive pour les futurs professeurs. Et par ailleurs, selon les domaines où on constate des retards dans le montant des salaires aujourd'hui, la compensation sera plus grande. Par exemple, les professeurs à l'école primaire sont plus en retard aujourd'hui que l'enseignement secondaire, donc les augmentations seront forcément un peu plus importantes de ce côté-là. Les augmentations seront plus importantes pour les enseignants du primaire.
Oui, bien sûr, puisque c'est là qu'il y a un retard plus important. C'est là qu'il y a un retard plus important. Mais il y en aura aussi pour l'enseignement secondaire. Encore une fois, c'est le moins de primes. Il y a des choses proportionnelles à votre âge et au domaine dans lequel vous exercez. Et dans lequel le type d'activité on exerce. Et le type d'activité. Donc ce sera progressif. Mais quel sera le coût vous avez déjà chiffré, j'imagine. Enfin, Bercy oui. Quel sera le coût de cet effort? Je vais vous répondre, mais dans la ligne de la précédente question, je voudrais quand même dire à quel point c'est l'occasion de montrer que nous sommes une démocratie sociale avec de la maturité. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire, en réalité, est assez inédit dans l'histoire de l'éducation nationale. Et donc, c'est l'occasion de regarder l'ensemble des éléments qui composent le bien-être des professeurs. Et ce que chaque Français doit comprendre, c'est que ce bien-être au travail des professeurs, c'est évidemment à la fin au service des élèves. C'est-à-dire que si nous réussissons à avoir de façon apaisée un contrat social autour de ce qu'est l'éducation au XXIe siècle, le temps qu'on y passe, la manière dont on travaille, la façon dont se déroule une carrière, les possibilités de seconde carrière, la façon dont on part à la retraite. Parce que par exemple, quand on dit tout cela, on peut aussi travailler, c'est ce que nous allons faire avec les organisations syndicales, sur ce qui se passe lors de vos dernières années de professeur. Parfois, vous avez envie de faire moins d'heures de cours, parfois vous avez envie de le faire différemment. Comment tout ceci se discute? On doit pouvoir plus personnaliser le parcours des professeurs, changer peut-être certaines règles en matière de mutation pour plus personnaliser les désirs des uns et des autres. Tout ceci, c'est l'occasion donc de faire de très bonnes choses pour améliorer la qualité de notre système éducatif. Il est normal d'investir dans le système éducatif, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de la nation. Tous les pays du monde qui veulent progresser le feront d'ailleurs, d'investir dans le système éducatif. C'est la même chose que pour la santé et l'éducation. Et ça aussi, le président l'a très bien dit, c'est les deux piliers de cette économie du XXIe siècle pour tout simplement investir dans les compétences et dans la santé de chacun. C'est sur ces deux éléments-là, on peut avoir un vrai dialogue social. Et donc, les moyens que nous allons mettre dans ce cadre-là, c'est pas des moyens qui partent comme ça pour rien, c'est des moyens qui sont de l'investissement dans la qualité de l'éducation. Quel sera le coût ? Alors aujourd'hui, on est dans le premier chiffre que j'ai commencé à donner. Gérald Darmanin l'a fait hier aussi. C'est autour de 400 millions d'euros annuels qui s'ajoutent aux augmentations de toute façon programmées. Ça va coûter 400 millions en plus du milliard annuel d'augmentation de l'éducation nationale. Ça va coûter de plus en plus cher. Non, parce que ce chiffre est encore largement à affiner. Et ensuite, encore une fois, c'est sur plusieurs années, donc ça va s'accumuler année après année. Le pourcentage de 400 millions sur 10 ans, ça fait pas mal. Le pourcentage, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis que c'est jusqu'à 10 milliards d'euros. C'est une programmation dont je parle aussi à une échelle européenne, si vous voulez. C'est comment est-ce que nos sociétés modernes investissent davantage dans leur éducation. Donc il est normal. Vous voyez, aujourd'hui, on dit 14% de la richesse nationale est consacrée aux retraites. On doit pouvoir dire que aujourd'hui c'est autour de 6,7% de la richesse nationale consacrée à l'éducation. On doit pouvoir dire que demain par exemple 7, vous voyez, 7, c'est un bon objectif, mais c'est encore une fois, tout ceci est à affiner, mais c'est un objectif, je dirais, pour le monde entier. Nous sommes en train de changer de civilisation. On entre dans un monde ultra technologique où on a besoin de mettre de l'humanité, de l'humanisme, et donc on a besoin des professeurs. On a besoin de cette humanité au quotidien pour nos élèves. On a besoin de gens qui s'occupent des enfants petits, même avant 3 ans. C'est le plan 1000 jours qu'a présenté le président de la République. On a besoin d'enseignants d'école maternelle, d'activité physique pour nos enfants. Et là, on a un grand déficit en France. On a besoin. Et quand on investit de l'argent sur l'école primaire ou sur la petite enfance, sur l'école maternelle par exemple, c'est en réalité de l'argent qu'on n'aura pas à dépasser ensuite pour réparer des problèmes de la société. Donc, je parlais d'activité physique. Il peut y avoir une unité des Français autour de ces enjeux. J'y tiens, moi. L'activité physique. Nous sommes peut-être l'un des pays au monde où on fait le moins de sport à l'école. C'est exact. Jean-Michel Blanquer. C'est ce que nous sommes en train de changer. Alors comment avec Roxana Maracineanu et avec Tony Estanguet, vous savez, on travaille énormément pour que la dynamique Paris 2024. Je vais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, la ministre des Sports a un intérêt très fort pour l'aisance aquatique. Vous savez que elle est championne de natation pour que tous nos enfants sachent nager. Nous avons un plan pour que, à l'école maternelle, nous soyons capables de proposer, avec l'aide des associations, des activités pour des groupes d'élèves de l'école maternelle. À la sortie de la maternelle, tous les enfants sauront nager ? Non, en tout cas, ils seront habitués à l'eau. Ils auront eu des moments, par exemple, pendant une semaine, vous allez une demi-journée par jour. Pendant une semaine, vous avez 3 ans, 4 ans, vous allez à la piscine par groupe de 10, accompagné par une association agréée. C'est à ce genre de projet que nous travaillons. Nous avons l'horizon 2024 pour monter progressivement vers cela. Et c'est un des exemples. Nous allons aussi faire un parcours sport-santé pour que tout élève de France ait à la fois une sorte de carnet qui l'accompagne sur sa santé et son activité physique. Parce qu'on constate un phénomène qui n'est pas propre à la France d'ailleurs, mais qui est que à partir de la classe de 6e, il y a 2 activités qui baissent chez les enfants. Exact. La lecture
et le sport. Exact. Et l'exercice physique. C'est évidemment très grave, c'est en général malheureusement au bénéfice des écrans, disons. Et eh bien on doit inverser cette tendance, il faut qu'il y ait plus de lecture de la part des adolescents, plus d'activité physique, et je peux pas tout vous détailler là, mais on veut profiter de la dynamique 2024 pour entre maintenant et 2024 avoir complètement changé la donne. J'ai une dernière question très politique à vous poser. Jean-Luc Mélenchon a déclaré, même Marine Le Pen dit qu'il faut manifester, c'est un grand progrès. Vous avez été surpris par cette phrase? C'est une grande régression, surtout parce que ça prouve qu'il y a un axe Le Pen-Mélenchon qui malheureusement n'est pas qui est en train de se dessiner. Je l'ai vu à plusieurs reprises. J'ai déjà vu, je me souviens d'images où on voyait une députée LFI faisant des politesses à Madame Le Pen pour la laisser parler dans une conférence de presse commune. Ce sont des choses parfois qui peuvent surprendre, mais c'est pour qui fait un peu d'histoire qui est parfois malheureusement des ponts entre l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est hélas une réalité. Et Monsieur Mélenchon a un mérite, c'est malheureusement de l'expliciter. Merci Jean-Michel Blanquer d'être venu nous voir ce matin, 8h54.